On se retrouve maintenant pour la conférence de notre prochaine invitée, Mélissa Cancellier. Passionnée par le cerveau et son interaction avec les technologies, Mélissa est une experte reconnue en neurosciences, en cyberpsychologie et numérique responsable. Après 4 années de recherche à l'Université d'Oxford, elle a mis son savoir au service de l'industrie technologique, notamment chez Ubisoft, Samsung Ads et Mistplay. Aujourd'hui, auteure du livre Génération Écran, conférencière, formatrice et entrepreneur avec Humanette, elle se consacre à la sensibilisation aux impacts du numérique sur nos cerveaux et nos sociétés. C'est ça? Elle a aussi présenté un TEDx est-ce qu'on dit TEDx? TEDx à Bordeaux et anime chaque semaine 20 ans branchés sur CIBL où elle explore les effets du numérique sur nos vies. Sur la vie quotidienne, absolument. Vie quotidienne. N'hésitez surtout pas à poser des questions à Mélissa dans la section prévue à cet effet. Elle m'a confié qu'elle adorerait recevoir vos questions. C'est une façon de créer un contact avec vous qui êtes à distance. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On s'est rencontrés à quelques reprises avec Mélissa et je vous avoue que j'ai très hâte d'entendre sa conférence. Alors, je vais m'asseoir un petit peu plus loin et je reviendrai l'interrompre avec les questions en cours de route. Merci Anne-Lucie. Merci, bonne conférence. Merci. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous offrir une conférence pour parler de la neuroéducation à l'ère du numérique. Ma première question pour vous, ça va être la suivante. Quand on pense au mot « apprendre », quel serait le mot qui vous vient le plus vite à l'esprit? Quel serait le premier mot qui vous vient à l'esprit? Je vous invite à utiliser le QR code qui apparaît à l'écran afin de répondre à la question. Et puis ensemble, on verra quel nuage de mots apparaît. Je vais vous laisser quelques petites minutes. Vous pouvez utiliser le QR code avec votre téléphone pour essayer d'entrer des réponses. Et puis ensemble, on verra quels sont les mots qui, pour vous, vraiment représentent la question d'apprentissage. La curiosité, la compétence, absolument. L'effort, le plaisir, on aime ça. Effectivement, c'est très important pour l'apprentissage. La transmission, l'éducation, développer, avancer, grandir. Beaucoup la curiosité, très intéressant. Avancer, cognition, merci. Merci de m'accueillir. Le jeu, on en parlera tout à l'heure aussi. La nouveauté, bien sûr. Les savoirs, la persévérance, la fierté. On en parlera aussi un petit peu aussi. Comprendre, bien sûr. Quand on parle d'apprendre, il y a tant de mots qui représentent l'apprentissage. C'est une question essentielle pour nous en tant qu'êtres humains. C'est celle qui nous fait avancer chaque jour. Et on le verra, c'est presque même vital pour la survie de notre organe probablement le plus précieux, le cerveau. Alors si on demande, sous l'angle des neurosciences finalement, qu'est-ce que c'est apprendre? Il n'y a pas forcément tant de mots que ça qui viennent en tête parce que d'un point de vue biologique, c'est beaucoup plus simple que ça. Si l'on regarde ici 2 neurones, vous avez en haut un neurone gris avec sa branche que l'on appelle une dendrite, puis en haut une autre branche, partie du neurone que l'on appelle un axone, d'un autre neurone qui est le neurone rouge. On s'aperçoit donc qu'ils sont connectés ensemble à travers ce qu'on appelle une connexion synaptique ou une synapse. Eh bien pour le cerveau, finalement, l'apprentissage, si on devait le résumer le plus possible, ce serait de passer de l'image que vous avez en premier lieu avec une synapse à 2 synapses. Finalement, pour le cerveau, il s'agit de renforcer des connexions en créant de nouvelles synapses, en renforçant ces nouvelles synapses et en créant de nouvelles. Parce que finalement, l'apprentissage dans le cerveau, ça va avoir lieu quand on aura des neurones qui seront activés de manière simultanée pour renforcer la connexion entre eux. Plus des neurones sont activés de manière synchrone et plus ils vont avoir l'occasion de former et renforcer des connexions entre eux. L'apprentissage, donc, se fait par des connexions que l'on construit dans le cerveau. Qu'il s'agisse de la mémoire, qu'il s'agisse des connaissances que vous avez évoquées tout à l'heure, mais aussi des compétences, tout ce que l'on apprend dans la vie, tout ce à quoi on s'adapte, toutes les habitudes qu'on prend, ces habitudes, ces comportements, parfois même, on l'évoquera évidemment, la dépendance qui peut exister avec le numérique, tout ça est le lieu de connexions qui sont renforcées ou non dans le cerveau.
Pendant très longtemps, on a pensé que dans le cerveau, on avait des informations qui étaient stockées à un endroit spécifique. Mais effectivement, on a compris que c'était le câblage, ces connexions, qui étaient le substrat biologique de cette mémoire. À l'image d'une étude qui a beaucoup fait parler et qui a eu lieu à Londres, où en fait, les taxis londoniens qui devaient apprendre par cœur la carte de Londres et donc connaître toutes les rues de Londres, avaient même le volume de l'hippocampe, cette structure qui est vraiment le centre de la mémoire spatiale et donc vraiment une zone très très sollicitée à l'occasion de l'apprentissage de la carte de Londres. Le volume de l'hippocampe, imaginez bien, augmentait chez les taxis londoniens après les examens. C'est vous dire à quel point ces connexions sont à la fois indispensables pour la mémoire et peuvent même augmenter le volume de la masse des neurones. Ces connexions, on pourra faire l'analogie avec le réseau routier. Comme je vous l'ai dit, plus les neurones sont activés ensemble, plus ils vont renforcer les connexions. Quand ces connexions sont renforcées, quand il y a donc beaucoup de trafic, beaucoup de transmission, eh bien, on a de vraies autoroutes neuronales. Ces autoroutes neuronales vont constituer des habitudes, des programmes, parfois automatiques, tant ils sont ancrés dans notre cerveau. À l'image du réseau routier également, c'est la nuit que se font les travaux, puisque finalement, c'est lorsque l'on est en phase de sommeil que se construisent de mieux en mieux les connexions, notamment à long terme. Parce qu'effectivement, le cerveau consomme beaucoup d'énergie alors dans le reste de la journée. Alors quand on dort, il en profite pour un petit peu renforcer les connexions qui ont été activées pendant la journée. Et on le verra aussi, si on a des routes qui ne sont pas forcément maintenues, entretenues, si on a des routes par lesquelles on ne passe plus, si on a des connexions neuronales que l'on n'active plus, eh bien ces connexions s'abîment, parfois disparaissent et peuvent faire même disparaître des neurones qui donc deviennent, eux, quand ils ne sont pas connectés, obsolètes. Cette phase-là, c'est la phase de l'oubli. Alors finalement, les connexions neuronales sont aussi bien la mémoire quand elles se construisent que l'oubli quand elles se déconstruisent. C'est aussi pour ça que, afin de maintenir ces autoroutes, afin de maintenir ce substrat biologique de la mémoire, on a besoin de réviser de manière fréquente, puisque ça va nous permettre de réactiver ces réseaux et donc de renforcer les connexions synaptiques. Quand on révise juste la veille avant l'examen, on va réactiver une bonne fois, mais on n'aura pas forcément l'occasion d'avoir plusieurs nuits pour renforcer ces connexions de manière optimale. C'est aussi la raison pour laquelle c'est important d'expérimenter pour joindre à ces connexions neuronales d'autres réseaux qui vont être activés, autres que ceux de la connaissance toute théorique, par exemple. C'est aussi la raison pour laquelle il faut dormir et donner le plus de chance à notre cerveau de consolider les connexions qui ont été sollicitées pendant la journée. Et puisque le cerveau, lorsqu'il consomme de l'énergie pour construire notamment ces connexions, c'est avec l'oxygène qu'il peut le faire, c'est important aussi de s'oxygéner. Et puis ensuite, pour construire des connexions, il faut des nutriments, des briques. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la nutrition et s'alimenter de manière équilibrée contribue à l'apprentissage et notamment, on parle souvent des oméga 3, ces acides gras qui permettent aussi au cerveau de mieux se construire et de créer des connexions. Alors quand on parle d'apprentissage, il existe parfois des expériences qui sont si fluides, si intuitives, qu'elles nous paraissent tellement légères, qu'on pourrait faire presque dans notre sommeil. C'est notamment ce qui se passe dans le numérique et on pourrait se poser la question, mais une expérience intuitive, est-ce une expérience que l'on a apprise? Est-ce qu'une expérience que l'on n'a pas besoin d'apprendre? Alors pour ça, je vous propose de regarder cette vidéo. J'ai sous-titré cette vidéo parce que malheureusement, elle n'existe pas en version française, mais j'espère néanmoins qu'elle nous permettra de traverser des concepts ensemble. Je vous invite donc à regarder cette vidéo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable,
Arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on a des changements que l'on ne voit pas nécessairement lorsqu'on regarde la première scène. Je pense que très peu d'entre vous ont pu détecter les 21 changements qui avaient lieu entre la première scène et la deuxième fois où on regardait la même scène, simplement d'un autre angle. Ce qui est intéressant avec le cerveau, c'est qu'il nous donne pourtant l'illusion que l'on est exposé à une réalité objective, complète et neutre. Mais ce n'est pas le cas. Le cerveau ne peut pas traiter toute l'information à laquelle il est exposé. Et donc, il doit prendre des raccourcis. Lorsque vous avez vu cette vidéo, la première scène, vous faisiez peut-être plus attention à l'histoire, à ce que se disaient les personnages, par exemple. Mais il est difficile de porter son attention à toute l'information et de la traiter au même niveau de priorité. C'est-à-dire que peu importe à quoi on est exposé, le cerveau va toujours résumer l'information et la traiter de manière partielle pour finalement constituer notre perception. Alors voyons comment le cerveau est fait de manière très simpliste pour expliquer comment se fait-il qu'il ne traite pas toute l'information. Le cerveau, si on le simplifie en 3 parties majeures, on peut comprendre qu'on a d'abord ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau est une partie qui apparaît très très tôt dans le règne animal et qui finalement a pour fonction de régir les fonctions biologiques de base, c'est-à-dire la température, la faim, la soif, mais aussi les cycles de sommeil, le rythme cardiaque, etc. Tout ce qui se passe au niveau du cerveau reptilien, toutes ces opérations ne consomment pas forcément le plus d'énergie à l'échelle du cerveau et elles se font de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque moi je cours et que mon corps a besoin de plus d'oxygène, mon rythme cardiaque va s'accélérer sans que je le décide, parce que mon cerveau reptilien prendra ceci en main. Plus tard, dans notre propre développement, mais aussi au cours de l'histoire animale, nous avons le système limbique qui apparaît. Alors le système limbique, c'est, on va dire, la partie du cerveau qui pourrait être le centre de la mémoire, mais aussi des émotions. Elle se développe donc un peu plus tard aussi au niveau du stade embryonnaire et ça va être un petit peu une structure, donc le centre de la mémoire et des émotions, qui peut parfois nous donner un accès conscient au fait que l'on ressente quelque chose ou au fait que l'on se rappelle de quelque chose. Mais néanmoins, si on se limite au cerveau reptilien et au système limbique, à ces 2 structures uniquement, on n'a pas nécessairement de contrôle sur ce qu'il se passe et simplement un accès conscient très très partiel au niveau du système limbique. Plus tard, dans le règne animal, et notamment avec du perfectionnement chez les primates, les cétacés, on a le développement du néocortex. Ce néocortex consomme énormément d'énergie. C'est la structure la plus perfectionnée du cerveau. Et d'ailleurs, chez l'être humain, cette structure n'est mature qu'après 25 ans en moyenne. Cette structure extrêmement perfectionnée donc, va supporter des fonctions cognitives de très très haut niveau. C'est elle qui va supporter des fonctions comme la créativité, la planification, la stratégie, l'adaptation aussi aux environnements sociaux, l'empathie, et effectivement même nous dépasser de notre condition animale au sens caricatural du terme, puisque c'est aussi le néocortex qui va sous-tendre des fonctions comme la morale ou l'éthique, qui donc ne se basent pas simplement à préserver notre propre corps en tant qu'individu. Le néocortex donc va être celui qui va aussi nous donner un accès conscient aux choses et aussi un minimum de contrôle. Mais ce néocortex, malheureusement, consomme beaucoup d'énergie. Le cerveau en consomme beaucoup.
Même s'il constitue que 2 à 3% de la masse corporelle, il consomme à peu près 25% de notre énergie en moyenne. C'est vous dire à quel point il est gourmand. Tellement gourmand que c'est impossible pour lui de faire en sorte que toutes les opérations à traiter se basent sur le néocortex avec un accès conscient. Alors finalement, on a 2 solutions. Pour le cerveau, qui fonctionne donc à l'économie, de pouvoir traiter les informations. Soit on ne les traite pas toutes en prenant des raccourcis, ou soit on apprend pour créer des automatismes. Par exemple, lorsque j'apprends à lire, au début, il faut que je me rappelle consciemment du son que va créer, par exemple, le fait d'avoir la lettre B suivie de la lettre A et comprendre que c'est bas. Et je vais avoir vraiment une implication consciente quand je vais devoir lire. Ça va me demander beaucoup d'énergie parce que c'est mon néocortex surtout qui va être là en train de supporter mon activité. Plus je vais apprendre et plus ça va devenir automatique. Et je vais commencer à trouver mes sensations, comme on dit, à le faire de manière intuitive. Et c'est à ce moment-là, de manière intuitive, que je n'ai plus besoin d'impliquer ma conscience et donc ça va me demander de moins en moins d'énergie. Je vais être capable d'adapter le ton si je lis une histoire et qu'il y a un dialogue entre des personnages. Et à ce moment-là, effectivement, le cerveau va impliquer davantage des structures un petit peu plus profondes, notamment le système limbique et éventuellement une partie du cerveau reptilien, parce qu'on aura créé des automatismes. Cela nous amène à faire face à une réalité qui est implacable, c'est que puisque le néocortex consomme beaucoup d'énergie, puisque c'est lui qui nous donne un accès conscient, un minimum de contrôle à ce qui se passe, eh bien la majorité des opérations dans le cerveau sont donc inconscientes. Lorsqu'on a affaire à des opérations intuitives, à des expériences intuitives, ce n'est pas qu'il n'y a pas de mécanismes, c'est simplement que ces mécanismes nous sont inconscients. Il est donc difficile pour nous de les percevoir. Il est donc difficile pour nous de les contrôler et il est difficile pour nous d'aller contre également. Prenons l'exemple de la manière dont le cerveau, par exemple, traite les informations visuelles. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas d'avoir des unités telles que des pixels qui nous arrivent à la rétine pour constituer une image. Pas du tout. Le cerveau va associer des éléments visuels en fonction de règles qui sont déjà programmées dans le cerveau. Par exemple, il va associer des éléments visuels qui se ressemblent. C'est ce qui fait que sur le carré que vous voyez ici, vous voyez des colonnes de points noirs et des colonnes de points blancs. Et vous avez plus tendance à traiter des colonnes verticales plutôt que des lignes horizontales avec des éléments visuels que vous n'associerez pas aussi bien puisqu'ils ne se ressemblent pas. De la même manière, le cerveau va aussi associer des éléments qui sont proches. C'est pour ça que vous voyez ici sur cette image un visage qui sourit alors que finalement, il ne s'agit que de petits points dispersés. Mais le cerveau a besoin de donner du sens et d'associer les éléments visuels en fonction de leur proximité, de leur similarité, mais aussi des contours. C'est la raison pour laquelle aussi, vous voyez probablement 2 triangles qui se superposent, alors que finalement, il n'y a aucun triangle sur ces formes. Mais parce que le cerveau, si on organise l'information visuelle telle qu'il la traite, alors il la traite plus facilement, de manière intuitive, et c'est aussi comme ça que l'on crée des expériences qui vont être fluides. Dans le numérique, on comprend ces mécanismes cérébraux, on utilise aussi les neurosciences pour créer des expériences qui sont de plus en plus accessibles. Ici, vous avez l'expérience du site eBay, mais dans le début des années 2000. Alors, dans le début des années 2000, les neurosciences n'étaient pas forcément intégrées de manière aussi systématique dans la construction des expériences numériques. Par ailleurs, il n'y avait pas les moyens technologiques que l'on connaît aujourd'hui. Pour autant, on peut déjà voir qu'on a beaucoup d'éléments visuels, sauf que, on l'a vu tout à l'heure, avec la vidéo, le cerveau ne traite pas toutes les informations à laquelle il est exposé. Cela veut dire que quand il y a trop d'informations, ici sur une page, on ne va pas traiter toutes les informations. Trop d'infos tue l'info, si on devait résumer. Par ailleurs, on voit qu'il y a des catégories qui sont mises de part et d'autre et qui ne sont pas forcément structurées à travers une architecture qui est simple pour le cerveau, un petit peu contraire à ce qu'on a vu par exemple avec le visage qui sourit où on avait des formes qui étaient claires ou les triangles. Ici, c'est un petit peu au regard du cerveau, d'une certaine manière, désorganisé. En introduisant les neurosciences aujourd'hui, au-delà des améliorations graphiques, voici comment on peut améliorer la conception de l'interface numérique pour faire en sorte qu'elle soit plus fluide. On diminue la quantité d'informations avec peu d'informations à lire pour que ce soit plus confortable pour le cerveau.
On n'a pas besoin d'utiliser un titre qui a une couleur avec des tas d'éléments. On crée des contours qui sont simplement issus de couleurs et pas besoin de créer des lignes ou des traits pour séparer les informations. Par ailleurs, on a aussi le cerveau, je vous ai dit, qui associe les éléments visuels en fonction de leur ressemblance. Et c'est ce qu'on voit aussi ici avec les gros carrés arrondis. Ces arrondis qui sont donc des zones cliquables ou des boutons cliquables, si vous voulez, et qui se ressemblent. Et donc, on n'a même pas besoin de dire qu'on doit cliquer ici. C'est la manière dont les neurosciences et la manière dont on traite les informations visuelles peuvent aider à créer des interfaces qui, visuellement, sont intuitives. On a des questions. Oui! Je t'interromps. On a plusieurs questions et on en a 2 ici pour tout de suite. Très bien. Alors, concernant l'apprentissage et son automatisme, comment pouvons-nous repérer les signes d'une surcharge cognitive ou d'une fatigue attentionnelle chez nos élèves au quotidien? Alors, une fatigue attentionnelle, déjà, ça peut vraiment se détecter à travers une fatigue tout court. Parce que quand on a trop d'attention, on est fatigué, ça devient très difficile effectivement de se concentrer, mais on a des tas de signes de fatigue. Ça peut être typiquement dans la posture. Quand on a des élèves qui sont fatigués, même s'ils ont un regard fixe et qu'on a confiance en leur concentration, on peut se poser la question s'ils ont les ressources énergétiques suffisantes pour effectivement proposer l'attention suffisante pour l'activité pédagogique qui est en cours. Par ailleurs, donc, c'est pas juste une question de regard. Non, le pas corps du tout. va pouvoir trahir. Exactement. Il y a le corps, il y a le regard. Et puis, ce qu'il faut observer surtout, c'est les changements. On peut avoir des postures qui sont confortables pour certains apprenants et qui peuvent évoquer la fatigue pour nous, parce que peut-être, en tant qu'adulte, on nous a appris à nous tenir bien droit, par exemple. Mais ce qui est important, ça va être les changements. En général, ce qui va pouvoir se passer, par exemple, dans une salle de classe, c'est qu'on va avoir vraiment des postures qui, de manière globale, vont évoluer vers des postures qui sont élevées, vers des postures qui vont être plus basses. Et là, forcément, ça peut indiquer un niveau d'énergie qui n'est pas le même et donc potentiellement une attention qui n'est pas forcément optimale. Donc, un élève qui serait avaché sur sa chaise, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas attentif. C'est pour lui, c'est sa posture de confort. Non, je fais partie des gens qui étaient avachis sur leur chaise et qui étaient très concentrés. Ouais. Néanmoins, on va dire que, par exemple, pour une personne comme moi qui était donc avachie sur la chaise, mon attention, lorsqu'elle n'était pas, c'était le regard plus la posture ou le simple fait de faire autre chose. Parfois, on peut aussi se rendre compte que lorsqu'on on partage des propos, le cerveau, lorsqu'il ne peut pas en fait porter son attention à quelque chose qui lui demande trop, il zappe. Et donc, quand on a des élèves qui ont une attention fragmentée, on va avoir des élèves qui font une activité après une autre. On peut avoir un élève qui écrit, puis qui fait autre chose, etc., mais qui ne fait pas la même chose tout le temps, qui va avoir des gestes qui vont être un petit peu désorganisés, il va même interrompre ses propres activités. C'est un très bon indicateur. OK, merci. On continue avec une deuxième avant de te laisser continuer. Avec plaisir. Donc, vous parliez du traitement de l'information tout à l'heure avec des exemples visuels. Peu importe le type d'information, existe-t-il des pratiques concrètes pour adapter nos séquences pédagogiques aux rythmes cérébraux des jeunes? Oui, absolument. C'est-à-dire, et je pense que c'est déjà très bien intégré par beaucoup d'enseignants, mais bon, le cerveau, il a beaucoup d'énergie le matin et moins le soir, comme Est-ce que ça peut dépendre? Il y en a qui disent, moi, je suis actif le soir, le matin, je ne le suis pas. Est-ce que ça se peut? En tout cas, ça peut être un ressenti. Ce qui se passe, ça peut dépendre aussi de l'alimentation. On a des personnes qui ne déjeunent pas le matin, donc ça veut dire que, d'une certaine manière, leur niveau de glucose est au plus bas parce qu'ils ne déjeunent pas le matin et puis ils n'ont pas forcément mangé la nuit. Alors qu'une personne qui a pris son petit déjeuner le matin a du coup plus d'énergie disponible pour le cerveau. Donc l'alimentation doit de toute façon jouer un rôle. Dans la moyenne, si on toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire pour des élèves qui ont eu leur petit déjeuner le matin, on a donc un niveau de glucose qui est plus fort et qui va simplement descendre petit à petit tout au long de la matinée. Donc il est probable que ce soit plus facile de faire des activités qui vont demander plus d'attention le matin qu'avant la pause déjeuner. Avant la pause déjeuner, des études ont montré d'ailleurs que même des juges qui devaient donner une liberté conditionnelle à des détenus avaient moins d'empathie avant la pause déjeuner et donnaient moins la liberté conditionnelle avant le déjeuner que juste après, en regard de leur niveau de glucose qui était donc bas et qui ne pouvaient pas nécessairement supporter des fonctions cognitives de très haut niveau. Exactement. Alors que, voilà, après le déjeuner, ils étaient plus aptes, toutes choses égales par ailleurs, à avoir plus d'empathie et donc de prendre en compte des contextes plus complexes. Merci.
Merci beaucoup. Je te laisse poursuivre. Avec Et je plaisir. reviens plus tard. Alors, on a vu comment le cerveau traitait les informations visuelles, mais aussi comment le numérique pouvait utiliser ses connaissances sur le cerveau pour pouvoir construire des interfaces qui sont intuitives et engageantes grâce à cette connaissance de ces mécanismes, dirons-nous, invisibles. Ces mécanismes invisibles, comme je vous l'ai dit, en associant des informations, peuvent être utilisés parfois, malheureusement, à mauvais escient. Prenons l'exemple de ce jeu mobile pour enfants, où en fait on a un bouton vert, qui là nous indique que pour jouer, on doit appuyer sur ce bouton vert. Ensuite, une fois qu'on a joué au jeu, on peut aussi s'intéresser au niveau, et pour choisir son niveau, une fois qu'on a sélectionné son niveau, une fois qu'on a atteint un niveau, on doit encore appuyer sur le bouton vert pour effectivement jouer au niveau sélectionné. On continue encore avec d'autres niveaux et donc un bouton vert qui nous permet de commencer vraiment la partie. Et donc finalement, ce bouton vert qui est vraiment l'action recommandée, l'action qui devient automatique à force d'être répétée et donc d'avoir des neurones activés de manière synchrone qui vont représenter cette action comportementale qui va se construire autour de l'apparition de ce bouton vert. Dès que j'ai le bouton vert, j'appuie pour continuer, pour jouer. Pour continuer, pour jouer. Sauf qu'en fait, on a ce qu'on appelle parfois des manœuvres obscures ou ce qu'on appelle en anglais les dark patterns dans le numérique, c'est-à-dire que là, on va utiliser ce conditionnement autour de cette mécanique pour faire appuyer sur des boutons verts et à un moment, ce bouton vert, il va le faire acheter. C'est-à-dire qu'on se base sur un conditionnement du cerveau auquel on a associé le bouton vert avec le fait de continuer à jouer. Puis quand on joue à des jeux, on a envie de jouer vite. Donc on se dépêche, et puis on va vite, on essaye d'appuyer plus vite, on ne lit même plus ce qu'il y a, on appuie sur le bouton vert sans y penser. Sauf qu'une fois qu'on appuie sans y penser, ça va être pour payer des coûts. Et donc là, ici, forcément, même de manière inconsciente et intuitive, il est probable que ce jeu pour enfants ait causé des parents à avoir des factures qui relevaient de ce jeu sans forcément que c'était même intentionnel de la part des enfants, même que ce soit visible, qu'ils aient pu même verbaliser une demande d'autorisation pour acheter des coups parce qu'on profite de cette mécanique cérébrale pour construire une interface qui va emmener finalement les utilisateurs, les personnes qui vont utiliser cette interface à faire des choix qu'ils n'ont pas fait. Parce que le numérique, effectivement, il affecte le cerveau. Il faut vous dire que là, on a présenté une mécanique ou deux, mais beaucoup de ces mécaniques sont utilisées à la base pour rendre les interfaces de plus en plus accessibles sans qu'on ait besoin de modes d'emploi pour y avoir accès, qu'il s'agisse d'applications, qu'il s'agisse d'appareils connectés. Mais c'est aussi ces mécaniques qui nous amènent à ne plus choisir, à rentrer dans des expériences qui sont tellement fluides et engageantes qu'on ne pense plus, qu'on ne prend plus forcément conscience du temps que l'on passe dessus. Et effectivement, aujourd'hui, près de la moitié des jeunes, dont le cerveau se développe encore avec un néocortex qui n'est pas encore tout à fait mature, vont passer plus de 10 heures par semaine, par exemple, sur Internet. La moitié des adolescents de 13 à 17 ans se considèrent connectés de manière constante. Et puis, il s'agit aussi d'avoir une charge émotionnelle, cette charge émotionnelle qui va renforcer encore les connexions cérébrales, qui va renforcer l'activité des neurones qui peut avoir lieu et qui impacte fortement l'expérience du numérique et qui, dans le cas des expériences, notamment sur les réseaux sociaux, où on a des contenus qui sont sélectionnés, édités, modifiés pour valoriser des profils et des personnes et transmettre une vie, on va dire, idéaliste, font que plus l'on passe de temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et moins l'on est satisfait dans la vie. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu plus. Maintenant qu'on sait un petit peu comment le cerveau apprend, on va essayer de comprendre comment ces boucles émotionnelles, finalement, contribuent à cet engagement qui, quand il est excessif, contribue potentiellement à la dépendance. Alors, il faut savoir que dans le numérique, notamment les jeux vidéo, mais aussi l'industrie technologique au global, on s'intéresse aux théories de la motivation, notamment une théorie en particulier qui est celle de l'autodétermination. D'après cette théorie, on a vraiment 3 motivations fondamentales dans la vie qui, si elles sont assouvies, peuvent nous procurer des expériences joyeuses, satisfaisantes. La première, c'est celle d'autonomie, donc le fait d'avoir le choix, le fait de pouvoir avoir la liberté d'arrêter, de commencer, de revenir en arrière. La motivation de compétence, celle de pouvoir sentir que l'on sait quelque chose, que l'on sait faire quelque chose et sentir la progression lorsqu'on avance. Et puis,
les relations, la motivation de se connecter, de se sentir accepté dans un groupe ou connecté aux autres ou faire partie d'un groupe. C'est aussi ces motivations qui sont assouvies dans des jeux à grand succès comme Mario Kart. Si je prends l'exemple de ce jeu de Nintendo, on a l'autonomie puisqu'on peut choisir le personnage qui va faire la course, la voiture, mais aussi les circuits. Donc on a beaucoup d'autonomie pour finalement simplement conduire une voiture. On a aussi le sentiment de compétence parce que même si ce n'est pas visible, sachez que qu'on soit un enfant de 5 ans ou qu'on soit un adulte qui est expert dans les jeux vidéo, et ben quand on commence à jouer à Mario Kart, on a ce qu'on appelle une mise à l'échelle de difficulté automatique, c'est-à-dire que le jeu s'adapte en fait à notre niveau pour qu'on ressente, peu importe son niveau, peu importe son âge, une dose suffisante de défis qui nous amène à être satisfait lorsque l'on a des victoires et donc nous sentir compétents en assouvissant donc cette motivation. Par ailleurs, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Mario Kart, c'est vraiment un jeu familial qui se joue en famille, entre amis, à la maison. Dites-vous bien que ces mécaniques sont très bien fixées, sont extrêmement bien exécutées dans le cas de ce jeu Mario Kart, mais que si on les met de manière connectée dans les logiques de masse, avec une exécution aussi performante, comme il existe dans le jeu Fortnite, on a donc l'opportunité d'assouvir des motivations humaines fondamentales pour procurer une expérience extrêmement satisfaisante qui porte beaucoup de récompenses pour le cerveau et à laquelle, du coup, on va adhérer très fortement. Lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, parfois on a un engagement qui est trop fort parce qu'effectivement, si ces motivations sont assouvies de manière constante, on a forcément une expérience qui procure des récompenses pour le cerveau de manière fiable, du plaisir, du bonheur. On a le sentiment d'autonomie, ici avec une interface de TikTok, c'est-à-dire qu'on peut choisir ce que l'on regarde, on peut choisir qui l'on suit, qui l'on ne suit pas. Ça nous apparaît très flexible. C'est extrêmement facile de pouvoir effectuer des actions sur TikTok. C'est aussi pour ça qu'on a le sentiment de compétence. On n'a pas besoin de mode d'emploi. Ça devient très facile de faire des vidéos dignes des cinéastes il y a quelques dizaines d'années. Et puis, bien évidemment, il y a des nouvelles fonctionnalités qui font qu'on a toujours un sentiment de progression également. Par ailleurs, de manière complètement inhérente, c'est une plateforme sociale qui nous amène à être connectés les uns aux autres, ou en tout cas nous donner le sentiment que l'on est connecté. Cet engagement-là, on le retrouve aussi dans des expériences qui peuvent constituer des habitudes. Prenons l'exemple, par exemple, de manger des beignets, quelque chose de tout simple. Eh ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de stands, de boutiques de beignets qui sont dans les gares, qui sont dans les rues, on va dire dans les zones de grand trafic. C'est très facile d'avoir accès à des beignets. Donc, c'est très facile aussi de pouvoir choisir. En général, il y a beaucoup de choix. Il est très rare d'avoir une boutique de beignets qui vous propose, par exemple, qu'une seule saveur. Tous ces choix-là nous procurent un sentiment d'autonomie. On se sent aussi compétent parce que c'est très facile en fait de choisir, de connaître. Les noms sont drôles, les noms sont familiers. Donc, il est très facile de comprendre ce que l'on va acheter, ce que l'on va manger. Et puis, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut consommer avec les proches. C'est quelque chose que l'on consomme comme tout le monde. Et parfois, ils font l'objet de véritables tendances. Néanmoins, j'ai une question pour vous. Au-delà d'avoir une expérience satisfaisante, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir potentiellement une dépendance? Quels seraient les facteurs qui vont être les plus impliqués, les plus impactants lorsque l'on va avoir une dépendance, c'est-à-dire un comportement qui va être nécessaire, qui va constituer une habitude qui va être très difficile peut-être de réfréner. Donc je vous invite à utiliser le QR code pour répondre à cette question parce que je suis vraiment très intéressée par le fait de savoir quelle idée vous viendra en tête tout d'abord. Le temps d'écran. L'émotion provoquée par une notification, il semblerait que ce soit la réponse majoritaire. Alors effectivement, le temps d'écran, on pourrait imaginer qu'il a un impact puisque c'est pendant ce temps d'écran aussi que sont activés des neurones de manière synchrone en renforçant les connexions. Mais finalement, ça va être l'émotion provoquée par les notifications qui vont constituer la plus grande dépendance. Les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est vraiment très intéressant parce qu'on en parlera tout à l'heure. Les jeux vidéo, il y a quelques années, même une vingtaine d'années,
On anticipait qu'ils fassent beaucoup de mal à la jeunesse, qu'ils les rendent violents, qu'ils puissent atténuer leurs compétences intellectuelles. Mais on va voir aujourd'hui qu'avec une compréhension un peu plus fine des mécanismes cérébraux qu'il y a dans le cerveau et qui sont exploités dans le numérique, que finalement, c'est les notifications et l'émotion créée par ces notifications qui créent le plus de dépendance, qui fragmentent le plus l'attention et qui donc sont celles qui impactent le plus. Effectivement, lorsqu'on a des notifications, ce que ça va faire, ça va nous interrompre. La raison d'exister, la raison d'être d'une notification, c'est tout simplement de nous interrompre, de faire en sorte de fragmenter notre attention. On était impliqué dans une activité, une notification intervient, et donc notre attention est fragmentée, la notification a gagné. Et c'est elle, en fait, qui va avoir le plus d'impact pour créer une dépendance. Pourquoi ? Parce que c'est parfois à l'apparition d'une notification qu'effectivement, on va encore avoir du temps d'écran, c'est-à-dire qu'on peut faire une activité, par exemple, mais si on voit ou on entend une notification, on va se diriger, on aura plus tendance à se diriger vers l'écran. Et puis, c'est elle qui va augmenter la fréquence. On a vu que plus on activait les neurones de manière synchrone, c'est comme si on révisait cette action d'aller vers les écrans, cette action d'aller vers TikTok, parce qu'on a des notifications. Par ailleurs, l'émotion est forte. Il est compréhensible d'imaginer qu'une notification, notamment sur les réseaux sociaux, qu'elles peuvent être le message de quelqu'un qui a envoyé un commentaire, parce qu'on a reçu un message, ou quelqu'un qui a mis ce qu'on appelle un like, qui a aimé une photo, qui a aimé un contenu. Peu importe le contenu, le simple fait d'avoir une notification, ça crée une question pour le cerveau. Et c'est ce suspense aussi qui crée des récompenses qui vont activer le circuit du plaisir. Si vous prenez l'exemple de gens, par exemple, qui sont, on va dire, addicts au pari ou au jeu d'argent, les études ont montré que ce n'est pas nécessairement le fait de perdre ou de gagner qui les rendait complètement addicts, mais c'est bien le suspense créé par le fait de jouer et d'attendre le résultat et de se diriger vers le résultat qui était le plus fort pour le cerveau et qui créait le plus d'addiction. C'est pour ça qu'ici, une notification, il faut la comprendre comme une espèce de loterie émotionnelle pour le cerveau, comme un espèce de pari, finalement, sur nos émotions que l'on effectue à travers le fait d'y être exposé et ensuite de se diriger vers l'écran. Ça va être donc un des motifs de dépendance les plus forts, les plus efficaces pour que l'on soit dans les applications. Comme pour les beignets, ces notifications, comme pour les beignets et les stands de beignets que l'on retrouve partout avec des prix peu chers, etc., qui rendent les choses accessibles et qui nous incitent à les répéter. Les notifications vont augmenter la fréquence de direction vers les écrans, la force des émotions et la fiabilité parce qu'à chaque fois, elles vont créer le même suspense. D'ailleurs, il y a quelques années, notamment sur des plateformes de réseaux sociaux, lorsqu'on recevait une notification de message, on nous donnait le contenu du message. Mais les acteurs technologiques ont bien compris que pour passer plus de temps d'écran sur leurs applications, il n'y avait pas le besoin de transmettre le contenu de message, mais simplement une notification, finalement ce billet de loterie émotionnelle qui suffise à nous diriger vers leurs écrans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'on a eu un message sans forcément savoir ce qu'il y a dans le message. Alors, comme je vous ai dit, dans les jeux, on pensait que les jeux vidéo, il y a quelques années, étaient vraiment l'enjeu de potentiels dangers pour la jeunesse, que ce soit de la dépendance, que ce soit de la violence, que ce soit du développement de compétences intellectuelles. Mais si on les compare aujourd'hui aux réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a bien sûr parfois des effets négatifs, mais finalement des pièges qui existent et qui sont nouveaux avec les nouvelles plateformes. Par exemple, la frontière entre la fiction et la réalité. Lorsqu'on joue aux jeux vidéo, on est dans une fiction, on peut être immergé bien sûr, mais on va dire qu'on sait qu'on est dans une fiction. Dans les réseaux sociaux, c'est très difficile de faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui est faux, ce qui est une fiction. D'ailleurs, plus ça va et plus les contenus ne sont pas nécessairement vérifiés par les plateformes. Le type de contenu n'est pas contrôlé également sur les réseaux sociaux alors qu'il l'est sur les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont interdits aux moins de 18 ans parce qu'il y a par exemple des scènes qui peuvent être violentes. Sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Bien sûr, il y a des modérations, mais elles sont de plus en plus laxistes et puis elles ne nous permettent pas de garantir que le contenu, même de manière déguisée, ne soit pas violent, ne serait-ce que psychologiquement
pour l'audience. Aussi, le jeu vidéo n'a pas nécessairement autant de notifications que le proposent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on joue, notamment sur une console, en tout cas, on n'a pas forcément de notifications qui vont fragmenter notre attention autant de moments dans la journée, comme peuvent le faire les réseaux sociaux plusieurs centaines de fois par jour. La fragmentation n'est donc pas la même. Le cerveau peut préserver un peu mieux sa concentration lorsqu'il n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire de se préparer. J'ai d'autres questions pour toi, Mélissa. Oui, avec grand plaisir. Et te dire que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce que tu racontais sur les notifications. Et oui. Donc, je vais fermer toutes mes notifications. Puis tant pis pour ma gestionnaire qui va essayer de me joindre. Je lui dis, c'est pas bon pour mon cerveau. Mais c'est vraiment une recommandation que j'aurais. Parce que les jeunes, leur cerveau est encore en développement et donc il faut les accompagner. Mais ces pièges-là, ils existent pour nous aussi. Mais même pour nous, effectivement, quand je me concentre, que je rédige quelque chose, puis que j'ai les courriels, les Teams, les Messengers, c'est difficile après le 10 secondes que ça reprend pour relire sa page. OK, où est-ce que je suis rendue? Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? OK, on se remet dedans et là, ping, il y a une autre notification. Oui, c'est difficile. En moyenne, les études ont montré qu'il faut à peu près, lorsqu'on effectue une tâche, lorsque l'on est dans une activité même pédagogique, c'est 22 minutes pour se reconcentrer au même niveau. On peut imaginer ce que ça peut créer aussi pour des enfants qui aussi développent leur faculté d'attention au même moment qu'ils sont donc interrompus. Et c'est la même chose pour nous. Évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, la fatigue va jouer son rôle, mais vraiment le fait d'être interrompu, de devoir se reconcentrer demande énormément d'énergie et elle n'est pas toujours disponible. J'y vais avec les questions. Bien sûr. On revient sur la question du glucose de tout à l'heure. Je pense que ça a piqué la curiosité. En lien donc avec le niveau de glucose, carburant de notre cerveau, serait-il juste d'insister sur l'importance de déjeuner auprès des jeunes le matin? Alors, bon, je ne suis pas experte en nutrition, mais par contre, je pense que peut-être que ce serait une bonne idée qu'ils aient un minimum, un petit déjeuner pour l'activité pédagogique. Mais en toute honnêteté et en toute transparence pour cette question, je crois que le plus important, parce que si on se rend compte de la biologie du corps, je pense que bien sûr, si on a déjeuné le matin, on a plus d'énergie. Mais je crois qu'aujourd'hui, la plus grosse carte à jouer que l'on a en tant qu'adulte auprès de la jeunesse, c'est le sommeil. On a vu que le sommeil était vraiment indispensable. Le sommeil peut faire vraiment, j'ai envie de dire, de la magie pour le corps comme pour le cerveau, que ce soit pour le système immunitaire, que ce soit pour consolider la mémoire à long terme. Et donc, je crois que si je devais choisir à faire évoluer mes habitudes... Entre dormir et manger. Entre dormir et manger, je pense que dormir serait le plus indispensable. Parce que le corps a beaucoup plus de capacité, on va dire, de résilience face à un petit repas qui a manqué, sachant qu'en général, il y a des collations et puis le déjeuner, alors que le sommeil ne se rattrape jamais. Tu parlais d'engagement avec la compétence, les relations et l'autonomie. Sur ce point, comment s'assurer que les élèves restent cognitivement engagés? Alors, on peut tout à fait les faire travailler en groupe, c'est ce qui se passe aussi parfois. On peut aussi faire... En groupe, en équipe? En groupe, en équipe, oui, absolument. Il y a beaucoup de projets qu'on peut faire en groupe. C'est vraiment quelque chose qui permet de les engager. Puis qui est commun aussi. Qui est commun. Ça arrive souvent. Oui, absolument. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut aussi les faire. On peut peut-être... Je sais aussi qu'au Québec, on valorise beaucoup la progression, les efforts. Je pense qu'on peut aussi célébrer davantage la progression. C'est-à-dire que les efforts, c'est une chose, mais la progression en plus. Et de se dire comment je vais faire pour valoriser la progression, puis m'assurer peut-être que l'on peut identifier la progression, que le soit en parent ou accompagnateur ou éducateur. Je pense que valoriser cette progression-là, même à l'échelle d'une classe, ça peut être quelque chose aussi qui renforce leur engagement. Et puis aussi, bien sûr, quand on transmet des concepts, être capable justement de dire « Ah, bah là, on va plus loin parce qu'on a déjà réussi à faire ça, etc. » Donc, vraiment, comme célébrer. Dans le jeu vidéo, par exemple... Exactement. Et il ne suffit pas de grand-chose. Dans le jeu vidéo, des fois, c'est juste une petite animation. Oui. Quand on récupère un petit trophée qui clignote. Mais même un petit son, gling, on a récupéré une petite pièce. C'est vrai. Et bien, même en une petite phrase, célébrer la progression peut totalement changer la manière dont les apprenants seront engagés dans une classe. Une petite dernière. Oui. Quels leviers pédagogiques permettent de contrer les effets négatifs des réseaux sociaux sur l'estime de soi et la motivation scolaire des jeunes?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question à la fois d'actualité et je pense que c'est un enjeu social qui est fondamental. Oui. Merci infiniment pour cette question. J'en parlerai tout à l'heure. Je crois vraiment que la meilleure manière de pouvoir répondre à cette question, c'est de préparer les jeunes. Vous voyez ici, lorsqu'on dévoile les mécanismes cérébraux, en fait, qui sont invisibles mais qui pourtant jouent tout leur rôle dans les expériences numériques, on est capable de prendre conscience et de décider. Les expériences numériques aujourd'hui sont intuitives et donc elles se passent sous le niveau de conscience, mais en rendant les choses si accessibles, si fluides et si agréables, on oublie que derrière le décor, elles nous empêchent aussi de choisir. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui de dévoiler à l'image, de dévoiler comment fonctionne un tour de magie, comment sont construits les plateformes, comment justement le cerveau est fait. Pour ce qui est des réseaux sociaux, l'un des biais, l'un des raccourcis que prend le cerveau, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Si je dois résumer, c'est-à-dire qu'il va interpréter beaucoup à partir de très très peu. Donc si je poste une photo de moi avec un semblant de plage derrière, on va dire « Waouh, elle est dans un endroit idyllique », alors qu'on ne voit pas qu'il y avait peut-être du monde, que 5 minutes avant, je m'étais disputée avec mon conjoint, que mon enfant est en train de pleurer dans un coin et que voilà, j'ai raté ma présentation au travail le matin. Ce n'est pas des moments de vie, en général, que l'on valorise sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'on fasse le buzz avec une présentation ratée sur LinkedIn. En tout cas, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit le plus. Mais je crois que c'est important aussi pour nous en tant qu'adultes, mais aussi encore plus pour les jeunes, de comprendre que le cerveau, de manière inévitable, analyse, même sans que l'on en ait conscience, les informations pour nous faire croire que ce qu'on voit, non seulement est idéal, réel et complet, alors que c'est fabriqué, partiel. Il faut se méfier de notre cerveau parce qu'on le sait. On sait que c'est faux. Mais après, c'est donc, ce que tu dis, c'est de se méfier, en fait, que même si on regarde la photo, qu'on sait que c'est pas vrai, on en voit tellement qu'on oublie que c'est pas vrai, que c'est du montage ou que c'est des mises en scène. Oui, et à l'image de l'apprentissage, on a beau le savoir, quand est-ce qu'on l'apprend? Tout ça, c'est une petite intuition, des hypothèses. C'est pas clarifié. Il faut préparer les jeunes le plus tôt possible, idéalement avant même qu'ils aient des écrans dans les mains, pour qu'ils soient conscients de ces pièges-là, pour que justement on active les neurones, non pas de construire des habitudes à répondre à une notification, mais de contourner les pièges qu'elles constituent. Et c'est à ce niveau-là, je pense qu'on a une énorme, carte à jouer pour la jeunesse et pour la société tout entière, puisqu'en leur transmettant, on apprendra encore mieux aussi pour pouvoir mieux apprivoiser et créer une harmonie avec la technologie. Je retourne à mes notifications. Merci. Je te laisse continuer. À tout à l'heure. Alors, comme on l'a vu avec Anne-Lucie, effectivement, il y a beaucoup de pièges dans l'environnement numérique et le tout est de pouvoir véritablement se préparer à ces pièges-ci. Comme on l'avait vu aussi avec les jeux vidéo, il y a aussi des pièges encore plus et qui sont amenés davantage avec les réseaux sociaux. Et puis, c'est une évidence, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, générative notamment, avec des interfaces comme ChatGPT ou Copilot, qui viennent dans nos vies et qui s'imposent, que l'on le veuille ou non, pour nous donner accès à des expériences, bien sûr, améliorées, mais aussi à des pièges que l'on doit contourner. Si je prends l'exemple de ChatGPT ou d'intelligence artificielle générative, quelle qu'elle soit, on a aussi des pièges qui sont évidents. On a vu avec les réseaux sociaux que la frontière entre la réalité et la fiction, ou en tout cas la désinformation, est parfois floue. Avec l'intelligence artificielle générative, la frontière entre un résultat fiable et vérifié et un résultat qui n'est qu'un résultat est floue. C'est extrêmement important de comprendre que les applications d'intelligence artificielle générative, leur objectif, c'est de produire un résultat et de nous engager. Cela veut dire qu'elles vont sans cesse personnaliser pour nous rendre notre expérience de plus en plus qualitative. Mais derrière cette personnalisation, ce que l'on paye, c'est le fait d'être dans une chambre d'écho et d'être soumis aussi à des résultats qui vont être faux, des erreurs qui sont parfois interprétées comme des hallucinations, qui ne sont pas des hallucinations, puisqu'il ne s'agit pas d'un cerveau, mais qui sont véritablement des limites technologiques de ces programmes, et ces limites-là au prix de la personnalisation.
C'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, même en tant qu'adulte, parfois on est exposé à des informations fausses, ce qu'il est déjà difficile de détecter dans les réseaux sociaux, mais on est aussi exposé à des informations fausses qui apparaissent aussi même dans des rapports parfois professionnels de la vie courante, d'adultes donc, et c'est encore plus important de pouvoir s'assurer de guider les jeunes apprenants, les apprenants, vers une meilleure maîtrise des outils, qui ne sera pas simplement de maîtriser l'interface et de faire des requêtes, mais aussi de comprendre d'où sortent les résultats, d'où sortent les données. Et comment se fait-il que si moi je demande par exemple à ChatGPT la distance entre l'école de Harry Potter et Paris, ChatGPT va me répondre 2 km, 2000 km à vol de balai, parce qu'il aura compris que effectivement j'aime Harry Potter. Mais par exemple, si mon conjoint demande la même question à son compte dans ChatGPT, ChatGPT va lui dire alors la distance entre Paris et l'école de Harry Potter, en admettant que ce lieu existe puisqu'il s'agit d'un lieu de fiction, cela pourrait être si on assume que l'école est en Écosse, etc., à peu près 2000 km. On voit bien que ChatGPT ne nous donne pas la même réponse à toutes et à tous, et par ailleurs, il a des biais. Lui aussi prend des raccourcis. Que l'on soit radical ou non, sur les réseaux sociaux et avec l'intelligence générative, on est dans des chambres d'écho. C'est-à-dire que l'on évolue dans des environnements qui nous confortent dans nos opinions et nos représentations, que l'on le veuille ou non. Je ne suis pas radicale, mais j'ai conscience et j'accepte, j'admets que même en connaissant le cerveau, j'ai le même que vous. Et j'évolue dans mes chambres d'écho. C'est très important d'en avoir conscience, justement pour faire la différence entre les faits et des résultats ou l'information de mauvaise qualité. L'autre point qu'amène effectivement l'intelligence artificielle générative à considérer est celui de la délégation intellectuelle. Tout à l'heure, on a vu que les neurones, le cerveau, pour consolider des compétences, des connaissances, de la mémoire, il fallait activer des neurones qui, de manière synchrone, vont renforcer leur connexion. Ce qui se passe avec l'intelligence artificielle générative, c'est que le prix à payer à déléguer trop de compétences intellectuelles peut être celui de ne pas créer ces connexions indispensables au développement du cerveau et indispensables au développement des compétences intellectuelles des jeunes, mais aussi au maintien des compétences intellectuelles existantes. Encore une fois, si des réseaux de neurones ne sont pas activés, leurs connexions vont s'abîmer à l'image des routes qui deviennent mal entretenues. Ces connexions vont disparaître et puis des neurones qui ne sont pas connectés deviennent obsolètes et peuvent mourir. C'est ce qu'on a vu avec le substrat biologique de l'oubli, mais c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir isoler l'effort intellectuel que l'on demande dans les activités pédagogiques et s'assurer que celui-ci n'est pas délégué à l'intelligence artificielle générative, même si cette dernière peut être sollicitée pour d'autres efforts intellectuels qui ne sont pas ceux isolés, nécessaires et fondamentaux pour l'activité pédagogique donnée. Alors évidemment, dans le numérique, on a tellement d'expériences plaisantes, tellement d'accès à la culture, à la connexion entre nous. On utilise aussi les appels vidéo pour se connecter aux proches lorsqu'ils sont loin. On a énormément de positifs à aller chercher avec la technologie. Il s'agit simplement de comprendre les pièges, parce que si on ne les comprend pas, on tombe nécessairement dedans, puisqu'intentionnellement ou non, ils parcourent toutes les expériences numériques qui nous sont offertes. Alors on peut imaginer une préparation au monde numérique, une préparation des apprenants au monde numérique en leur dévoilant, comme on l'a vu, les pièges qui existent. Comprendre les limites de l'intelligence artificielle et donc ses biais. Comprendre comment fonctionnent les algorithmes parce que pour nous engager, effectivement, ils finissent, même si ce n'est pas nécessairement intentionnel, à nous propulser dans des chambres d'écho dont il est difficile de sortir si on ne prend pas conscience de ces limites-là. Et bien entendu, de s'assurer que même si l'on doit assouvir la curiosité et préparer les apprenants à l'ère de l'intelligence artificielle, il est important d'isoler et de solliciter les compétences intellectuelles qui sont fondamentales pour un développement le plus fort, le plus optimal. En dévoilant la manière dont est fait le numérique et l'impact que celui-ci a sur le cerveau et la manière dont le cerveau réagit à cette technologie. Donc en dévoilant
ces interactions, on peut avoir un meilleur contrôle de l'expérience numérique, une meilleure compréhension donc des mécanismes en jeu qui se passent derrière le décor, qui, même s'ils nous sont invisibles, on peut les rendre visibles pour nous donner un peu plus de choix. Cela nous amène à avoir des expériences évidemment qui seront plus qualitatives, mais aussi plus diversifiées, pas simplement enferrées dans les chambres d'écho. C'est aussi ce qui peut nous amener, en faisant une frontière beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide entre la fiction, la réalité, l'information de qualité, de moins bonne qualité, un résultat d'IA générative versus une étude scientifique vérifiée, avoir un regard critique vis-à-vis des contenus auxquels on est exposé et comprendre aussi quelles sont les mécaniques que peuvent vivre d'autres personnes et aussi avoir plus conscience de la manière dont ils vivent les expériences et ont leur propre réalité. Avoir conscience aussi des données partagées est indispensable pour être un acteur, un citoyen dans cette ère technologique. Et puis, bien évidemment, au-delà de comprendre les limites de l'information qui erre dans les chambres d'écho, il est indispensable d'envisager, de comprendre que le numérique crée une distance émotionnelle, que l'on le veuille ou non. Bien sûr, il nous permet de nous connecter avec nos proches à travers des vidéos, etc. Mais qu'on le veuille ou non, il ne permet pas d'activer les mêmes mécanismes d'empathie que si l'on se rencontrait, par exemple, en personne. Cette limite-là est indispensable à comprendre, à anticiper, à pratiquer aussi à travers des activités pour nous sensibiliser sur cette question, pour reprendre, redévelopper et valoriser l'empathie que l'on doit activement préserver envers les autres. C'est à travers ces axes que l'on peut construire une vraie citoyenneté numérique. Alors, on peut s'inspirer éventuellement, vous me direz, d'initiatives qui existent déjà dans le monde. Il y a des exemples. Par exemple, au Danemark, on a des cours d'empathie qui ont lieu de 6 ans jusqu'à 16 ans, donc pendant vraiment presque toute la scolarité. Ça existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, l'empathie n'est pas simplement un atelier ou deux, mais vraiment une matière fondamentale. Et le Danemark est l'un des pays où il y a le moins d'intimidation dans le monde, le moins de cyber-intimidation dans le monde. On a donc affaire à une formation continue. La Suède, depuis 2022, a mis en place l'Agence de défense psychologique. Consciente de l'enjeu de la désinformation et son pouvoir de déstabilisation des institutions démocratiques, elle a développé cette agence pour faire de la prévention auprès de la population, auprès du grand public, contre la désinformation. Sachant que le fait de ne plus distinguer nécessairement ce qui est vrai du faux est le plus gros risque pour le Canada, selon le rapport Horizon 2024 de Politique Canada, on peut s'imaginer que c'est intéressant. Et puis en ce qui concerne le fait d'appréhender des nouveaux outils, aux États-Unis, un défi a été lancé par la Maison-Blanche pour que les enfants, dès la maternelle, commencent à s'approprier l'intelligence artificielle. Par ailleurs, en Chine, on a des cours d'intelligence artificielle qui commencent dès l'école primaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Il ne s'agit pas de répliquer des modèles, puisque au Québec, on a une culture forte, on a des valeurs fortes, et on a aussi les meilleures expertises au monde pour créer une intelligence numérique citoyenne à travers toute notre société, en impliquant bien évidemment l'éducation. Cette intelligence numérique n'est pas simplement le fait de savoir utiliser un système et d'être familier avec une interface, mais de savoir comment aussi le système utilise notre interaction et nos données, notamment à travers les algorithmes. Il s'agit de comprendre, comme on l'a vu aujourd'hui, plus de mécanique du cerveau, qu'il s'agisse du traitement d'informations visuelles, mais aussi les émotions qui sont en jeu pour créer un engagement, potentiellement une dépendance, mais aussi comment on se polarise en tombant dans ces pièges-là. Et finalement, de développer, de faire émerger une conscience numérique qui ne sera pas simplement réactive à une technologie qui nous envahit, mais prospective pour créer des innovateurs et des innovatrices. Mélissa, tout à l'heure, il y a eu beaucoup de commentaires positifs, plein d'encouragements dans le chat. La notion du sommeil que tu as abordée aussi, plusieurs personnes ont trouvé ça très intéressant. Et il y en a même qui proposent de faire des capsules à l'attention des adolescents. De transformer ta conférence en capsule. Je te lance l'idée ou je la garde pour moi, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Je suis disponible pour vous aider. Ma petite question. Considérant que la satisfaction de la vie est inversement proportionnelle au temps passé sur les réseaux sociaux, comment pouvons-nous soutenir les élèves dans le développement de leurs compétences numériques en préservant leur bien-être?
Alors, pour préserver leur bien-être, il s'agit vraiment déjà de leur montrer comment est fait les profils. Comment sont faits les profils. C'est-à-dire vraiment prendre conscience de la mission du profil. Aujourd'hui, on s'embarque dans des expériences numériques, on construit nos profils, on fait nos selfies, on les choisit. Mais même si l'on fait tout ça de manière, j'ai envie de dire, intuitive, il s'agit de comprendre et de mettre les mots véritablement, de conscientiser que nous sommes en train de construire un profil qui a pour destination d'être valorisé, qu'il s'agit d'une version partielle, sélectionnée et modifiée de notre vie, et certainement pas d'une vision globale. Et que non seulement cela a un effet sur le cerveau lorsqu'on est exposé à ça, et donc, comme on l'a vu avec le biais de disponibilité, contribue à ce qu'on appelle les comparaisons sociales négatives, c'est-à-dire qu'on va se sentir moins bien que les autres, on a l'impression que notre vie... Les vacances sont plus ennuyantes que celles des autres. On a des autres. vacances qui sont nulles sur Facebook, on est moche sur Instagram, et sur LinkedIn, on n'a pas de carrière. Exact. Donc, prendre conscience de cela tous ensemble, c'est indispensable. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir apporter cette nuance, pas simplement au travers juste d'une petite discussion, même si elle peut être valorisée à la maison, mais un véritable apprentissage. Il faut que ce soit appris, j'ai envie de dire, par cœur, acquis même avant d'aller créer son compte. Parce qu'il faut, comme pour avoir le permis, parce que même si c'est évident qu'un feu rouge, il faut s'arrêter, il faut le pratiquer. Il faut en avoir conscience, il faut être prêt avant de conduire. Et prêt avant de conduire, c'est pas juste savoir que rouge, c'est à s'arrêter. C'est toutes ces nuances-là. Il faut pouvoir leur transmettre ces pièges. Il faut pouvoir leur dire, regardez, on peut se connecter, on peut créer des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. On peut se connecter avec des gens qui ont la même passion alors que c'était pas possible avant. Mais maintenant, il faut comprendre qu'on a des pièges aussi. Mais je pense que l'analogie avec le feu rouge est vraiment très bonne. Parce qu'effectivement, on sait qu'on va conduire un jour, on sait qu'il va falloir s'arrêter à la lumière rouge. Après, là, on l'expérimente, arrêter au feu rouge. Donc là, ce serait la même chose. Ce serait de sensibiliser au fait que le profil que vous allez créer, c'est un fragment, une image instantanée de pause, réelle ou non, de la vie que vous voulez projeter. Absolument. Et puis c'est avant d'arriver sur les réseaux et là, de le vivre et d'être bombardé de profils extraordinaires. Absolument. Et puis c'est quelque chose qu'on peut imaginer faire même avec des apprenants très jeunes. C'est-à-dire leur dire, voilà, on a pris 2 photos de toi, quelle est la photo que tu as envie de montrer à ta classe? Juste ça, pour les sensibiliser au fait que, en ce qui concerne juste, par exemple, l'image que l'on donne de soi, on fait des choix. Et que ces choix-là sont faits par tous les autres. Et que donc, l'image qui est choisie, l'image que les autres ont montrée, ce n'est qu'une image parmi tant d'autres. Et c'est celle qu'ils ont choisie pour se valoriser. Et c'était peut-être la seule bonne. On ne sait pas. Je te laisse continuer, puis je reviens pour la fin. Merci. Alors, on a vu qu'effectivement, c'est très important de construire une intelligence numérique. Je me permets de rappeler que cette intelligence numérique, encore une fois, elle est composée non seulement d'une connaissance à utiliser une interface, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas parce qu'on sait utiliser, par exemple, une tablette que l'on comprend comment les applications ont un impact sur notre cerveau. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi comment ces applications vont utiliser notre interaction. Où sont nos données? Où est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce que j'ai envie de les partager? J'ai des choix à faire là-dessus. Il faut que je puisse être à même de les faire et protéger mon identité numérique, par exemple. Savoir aussi comment notre cerveau réagit vis-à-vis de cela, savoir comment il traite l'information visuelle, pourquoi c'est si fluide, mais aussi pourquoi c'est si engageant, et comment aussi, moi, je peux construire de nouvelles habitudes autour de ça sans tomber dans les pièges. L'idée vraiment, c'est de construire une conscience numérique qui ne réagit pas à la technologie, mais qui est prospective pour que l'on ait des apprenants qui soient vraiment les créateurs, les innovateurs de demain et qui ne subissent pas vraiment un secteur extrêmement important pour la vie à l'échelle mondiale, mais aussi qui soient de véritables acteurs et innovateurs, précurseurs même dans ce domaine. Parce qu'effectivement, sans se préparer au piège du numérique, on l'a vu, on vit dans une ère, on le sait tous, on vit dans une ère où parfois les soirées en famille, c'est aussi de la négociation du temps d'écran. C'est aussi de l'intimidation qui peut parfois avoir lieu sans qu'on s'en rende compte ou alors malheureusement quand il est trop tard. C'est aussi le jeu de polarisation qui concerne non seulement les apprenants, mais aussi, on le sait, beaucoup les adultes. Des tensions avec nos proches parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a plus de valeurs en commun, même si parfois nos chambres d'écho nous ont amenés à nous distancer sans qu'on le veuille vraiment. Et puis, c'est aussi l'objet de la fracture numérique qui laisse parfois des pans entiers de la population de côté, notamment ceux à qui l'on doit tout.
Une compétence numérique est pourtant accessible à travers des activités pédagogiques qui vont inclure, bien sûr, de la littératie numérique qui amènera aussi à une littératie médiatique afin de mieux consommer des informations d'actualité et de mieux contribuer à la stabilisation de notre démocratie, de nos valeurs québécoises. Mais cela doit aussi passer par ce que les acteurs technologiques ont de plus précieux pour faire des expériences les plus satisfaisantes possibles, les plus connectées possibles, mais parfois jonchées de pièges intentionnellement placés ou non, qui parfois peuvent nous distancer les uns les autres. Ces neurosciences de la vie numérique, c'est la clé pour construire une véritable compétence numérique. Parce que finalement, si on devait résumer, qu'il s'agisse de regarder au plus près, dans le cerveau, ou qu'il s'agisse de comprendre finalement le sens de notre vie ou de l'humanité, apprendre et évoluer, c'est créer du lien. Merci beaucoup. Merci, Mélissa. C'était vraiment très, très, très intéressant. Passionnant. On fait plein de choses là-dedans. Se méfier de notre cerveau, fermer nos notifications. Plein de choses à retenir. En tout cas, le connaître, Voilà. pour le maîtriser un petit peu plus et puis en prendre soin. Oui. Dormir, manger. Oui, dormir. Bonne nuit. Ça nous a fait réfléchir autrement à notre relation au numérique puis à son influence sur le cerveau, finalement. C'est des blagues, mais c'est ça le grand. Merci pour votre enthousiasme à beaucoup. tous. Et merci pour les questions dans le clavardage. C'est déjà la fin de cette belle journée du numérique en éducation. J'espère que la journée vous a plu et que vous avez pu découvrir plein de nouvelles choses. N'oubliez pas de remplir le sondage de rétroaction qui va vous être transmis tout à l'heure. Et merci encore d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et joyeux Halloween d'avance.